Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en histoire des médias, qui va traiter du dernier sujet donc de cette série de vidéos, qui est la presse sous le totalitarisme. Alors, pour ce faire, j'ai décidé de séparer cette vidéo en 3 parties. Donc déjà, nous allons voir ce que c'est que le totalitarisme, donc une définition assez claire et assez précise, même si en théorie, on est censé avoir vu cette période de l'histoire pendant la terminale. Bon, je me doute bien que ce genre de souvenir n'est pas forcément ce qu'on garde le plus. Du coup, j'ai décidé de synthétiser ça, histoire d'être sûr qu'on parle bien tous de la même chose. Ensuite, on va aborder donc le thème du totalitarisme en Russie et plus précisément en URSS, donc pendant les règnes successifs de Lénine, Staline, Khrouchtchev, Gorbatchev et enfin Poutine aujourd'hui. Donc pour voir justement les potentielles améliorations et ce qui reste encore de nos jours. Et enfin, dans une dernière partie, on va s'intéresser à un cas un petit peu plus récent qui est celui de la Corée du Nord et voir justement en quoi c'est totalement différent de la Russie et ce qui justement peut s'y rapprocher. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc le totalitarisme est l'un des principaux types de systèmes politiques avec la démocratie et l'autoritarisme. C'est un régime à parti unique n'admettant aucune opposition organisée et dans lequel l'État tend à confisquer la totalité des activités de la société. C'est un concept forgé au XXe siècle durant l'entre-deux-guerres avec une apparition concomitante de régimes totalitaires en Allemagne et en URSS. Le totalitarisme signifie étymologiquement système tendant à la totalité. Le mot totalitarisme exprime l'idée que la dictature ne s'exerce pas seulement dans la sphère politique, mais dans toutes les sphères, y compris les sphères privées et intimes, quadrillant toute la société et tout le territoire, en imposant à tous les citoyens l'adhésion à une idéologie obligatoire, hors de laquelle ils sont considérés comme ennemis de la communauté. Les caractéristiques habituellement retenues pour définir le totalitarisme sont d'une part un monopole idéologique, c'est-à-dire la conception d'une vérité qui ne supporte aucun doute, ne tolère aucune critique, est imposée à tous et se trouve orientée par la lutte contre les ennemis du régime, et d'autre part, un régime unique qui contrôle la totalité de l'appareil étatique, c'est-à-dire dispose de l'ensemble des moyens de communication de masse, utilisés comme des instruments de propagande, crée des structures, d'embrigadement de chaque catégorie de la société, et dispose d'une direction centrale de l'économie. Donc pour résumer, le syndrome du totalitarisme comporte 5 caractéristiques fondamentales. Donc un parti unique contrôlant l'appareil d'État et dirigé par un chef charismatique, donc Staline en l'occurrence, ou Lénine, une idéologie d'État promettant l'accomplissement de l'humanité, un appareil policier recourant à la terreur et des milices, une direction centrale d'économie et un monopole des moyens de communication de masse, c'est-à-dire la presse entre autres. Donc dans cette vision, les dictatures totalitaires, en tant que forme nouvelle et extrêmement moderne d'autoritarisme, étaient la forme achevée du despotisme. De plus, les sociétés totalitaires étaient présentées comme fondamentalement semblables entre elles. Donc nous verrons que justement, la Corée du Nord ne diffère pas tant que ça de l'URSS ou d'autres régimes dits totalitaires. Donc il est apparu en effet qu'on avait continué à tenir des journaux à la période soviétique, y compris pendant les années staliniennes, et même pendant la Grande Terreur, donc de 1936 à 1938. Cette constatation allait à l'encontre de ce qu'on avait l'habitude de penser. On connaissait bien quelques exemples de journaux écrits à cette époque, mais on pensait qu'il s'agissait de cas isolés, exceptionnels, émanant essentiellement de l'ancien régime, et notamment des élites qui s'y trouvaient. On considérait surtout qu'il était hasardeux de tenir un journal et de le garder chez soi, la police étant particulièrement friande de ce genre de documents. Les informations consignées dans un journal pouvaient être dangereuses non seulement pour l'auteur, mais aussi pour son entourage, puisque la plupart du temps, il contenait des notations franches, intimes et beaucoup de noms propres. Parmi les journaux découverts depuis la fin des années 1980, certains proviennent effectivement des archives de la police et ont été confisqués lors d'arrestations. D'autres se trouvent dans des archives personnelles. C'est sans doute cette découverte d'un ensemble significatif de journaux personnels, au moins 200, tenus par toutes sortes de gens, y compris pendant la période la plus dure du régime, qui a communiqué une impulsion décisive aux travaux consacrés à l'étude de l'individuel dans un régime totalitaire, ou en d'autres termes, de la subjectivité soviétique. Pendant les années 30, la presse est un vecteur principal de l'idéologie officielle. La guerre ne modifie pas ses paramètres, mais l'aspect militaire du régime s'en trouve renforcé et les sentiments nationaux galvanisés par les faits d'armes de l'armée soviétique, par l'exaltation du front et de l'arrière-pays, exaltation entretenue par le grand développement des journaux du front qui étaient multinationaux. Après la guerre, on vit se multiplier des journaux régionaux et locaux. À la fin des années 30, la presse servait à diffuser les mots d'ordre du parti, des critiques parfois violentes, des dénonciations souvent synonymes de mort, comme la campagne de presse contre les médecins juifs. Dans tous les autres cas, la presse non seulement ne pouvait pas s'opposer aux persécutions, mais souvent devait renchérir dans un leitmotiv délateur. Rappelons que la délation est l'un des piliers du totalitarisme, qu'il soit nazi, russe ou encore plus précisément coréen.
qui est aussi énormément délateur dans la même veine finalement. La mort de Staline met un terme aux violentes campagnes de presse et dès 1956 survient le dégel avec Khrouchtchev. Ce dégel se traduit par une certaine humanisation de la littérature, l'apparition de quelques sujets dits tabous qui fit renaître la presse des années 30 avec les correspondants locaux qui racontaient la vie de tous les jours. Mais les thèmes traités restent les thèmes obligés avec quelques variantes locales. Le véritable dégel ne durera pas et la presse reste le meilleur moyen de manipuler l'opinion publique. Les résolutions tendent à renforcer les liens entre le parti et la presse, mettant toujours l'accent sur le rôle éducateur des médias. La lecture en URSS n'est pas libre, disait à la fin des journalistes. À la fin des années 70, pardon. Le patriotisme, la reconstruction, les plans quinquennaux, les grands chantiers, l'essor de l'industrie furent les thèmes récurrents propagés par les médias. La presse économique se développe dans les années 60 et 20 ans plus tard, de nouveaux journaux sont publiés. On y trouve des indices de libération mais toujours la même priorité. L'affirmation de l'action politique du parti sur toutes les sphères de la vie. Évidemment, toute manifestation de pensée autre est interdite. Aucune pénétration de la presse étrangère, y compris celle immigrée, n'est autorisée. La censure politique est encore très stricte, le moindre journal est révisé. Les journaux subissaient une double censure, une pré-censure définie par les directives initiatives du parti et une post-censure contrôlant les textes rédigés à la publication. La Russie est encore considérée comme un État totalitaire, Poutine n'ayant jamais été remplacé depuis son premier mandat le 26 mars 2000. Donc je suis née un mois avant, le 26 février, et je n'ai jamais connu aucun président russe depuis 20 ans. La presse suit donc le mouvement imposé par ses prédécesseurs, c'est-à-dire des journalistes aux ordres de Poutine. Depuis son arrivée au pouvoir, il n'a eu de cesse de museler les voix critiques, mais cette tendance s'est encore considérablement renforcée au cours de son dernier mandat. Le pays occupe désormais la 148e place sur 180 dans le dernier classement mondial de la presse, de la liberté de la presse, donc qui a été défini par Reporters sans frontières. Et la situation n'a jamais été aussi mauvaise depuis la chute de l'Union soviétique. Avec la reprise en main des chaînes Or TV et NTV, il a pris le contrôle de la télévision nationale dès 2001. Les télévisions les plus regardées appartiennent désormais majoritairement à l'État. Les médias indépendants sont confinés à une niche toujours plus étroite. Dès lors qu'ils parviennent à atteindre un auditoire significatif, les pressions redoublent. La seule chaîne de télévision nationale indépendante, Deutsche TV, a été exclue des principaux bouquets satellitaires et câblés en 2014. La rédactrice en chef du site d'information le plus lu de Russie, dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom, a été limogée la même année, suivie par la majeure partie de son équipe. La direction éditoriale du groupe de médias RBC a subi le même sort en 2016. Ces médias s'étaient illustrés par leur couverture des sujets les plus sensibles, donc du conflit ukrainien, avec justement l'annexion de la Crimée, à la corruption des plus hautes sphères. Des titres régionaux de référence, comme la chaîne sibérienne TV2, n'ont pas échappé à cette épuration. Si Internet restait hier encore un espace d'expression publique, il a été repris en main ces dernières années. Les critères justifiant le blocage d'un site sans décision de justice n'ont eu de cesse de s'élargir depuis la première liste noire dressée en 2012. L'impunité dont bénéficient les assassins et agresseurs de journalistes est constante. Au moins 34 professionnels des médias ont été tués du fait de leurs activités d'information depuis l'an 2000 en Russie. Dans la grande majorité des cas, les enquêtes ne donnent rien et les commanditaires ne sont jamais identifiés. Donc c'est ainsi que se termine cette partie sur la Russie, donc la deuxième. Nous allons maintenant attaquer la Corée du Nord. Alors, après la Russie, donc, nous allons nous intéresser à un autre pays totalitaire, j'ai nommé la Corée du Nord. Donc dans un rapport d'enquête, Reporters sans frontières révèle que des dizaines de journalistes ont été rééduqués ou envoyés en camp pour avoir fait une faute d'orthographe ou mal rapporté un propos. Sous le contrôle direct de Kim Jong-il, les médias diffusent une propagande assourdissante. Les seules ressources d'information sont non officielles, sont les radios étrangères en coréen. Mais dans le pays, les radios de télévision sont bloquées sur les fréquences des médias d'État. Donc depuis 3 ans, la Corée du Nord occupe la toute dernière place du classement mondial de la liberté de presse élaboré par Reporters sans frontières. Donc le même classement qui classe la Russie en 148e place. Pourtant, en pleine crise internationale liée à l'intransigeance de Pyongyang, alors je suis désolée si je prononce mal le nom de la capitale, c'est pas fait exprès, sur son programme nucléaire militaire, certains observateurs annoncent une timide ouverture. Les médias internationaux ont même parlé d'un printemps de Pyongyang. Qu'en est-il vraiment de la liberté de la presse finalement ? Les informations collectées lors d'une mission de Reporters sans frontières en Corée du Sud auprès d'anciens journalistes nord-coréens et d'experts sud-coréens internationaux démontrent que les médias, tous contrôlés par le parti unique et pour certains par Kim Jong-un personnellement, n'ont connu aucune évolution positive. Si le mot réforme a bien été utilisé par des médias à de très rares occasions, le régime continue d'offrir à la population la même propagande assourdissante.
Les journalistes embrigadés par le parti doivent appliquer le plan permanent d'information qui hiérarchise strictement cette dernière. Première priorité, faire la publicité de la grandeur de Kim Jong-sung et de son fils Kim Jong-il. Ensuite, démontrer la supériorité du socialisme nord-coréen et dénoncer la corruption bourgeoise et impérialiste. Enfin, dénigrer l'instinct d'invasion et des impérialistes japonais. Dans ce dernier rapport intitulé « Le journalisme au service du totalitarisme », Reporters sans frontières révèle qu'au moins 40 journalistes ont été révolutionnisés, c'est-à-dire rééduqués pour avoir commis des erreurs journalistiques, donc telles qu'à avoir mal orthographié le nom d'un haut responsable, comme je l'ai dit plus haut. Dans le cas du journalisme de télévision, disparu en 1996 pour avoir mis en cause la version officielle du parti sur certains événements historiques, les seules ressources non officielles sont les stations étrangères qui émettent en coréen. Mais en Corée du Sud, les radios et les télévisions sont bloquées sur les fréquences des médias d'État et ceux qui écoutent des radios étrangères risquent la prison. Fin 2003, le parti a lancé une campagne de vérification des postes de radio désignés comme les nouveaux ennemis du régime. Reporters sans frontières exhorte la communauté internationale à se mobiliser pour faire respecter le droit des Nord-Coréens à une information pluraliste. Donc la vidéo s'achève là-dessus, donc sur ce thème extrêmement amusant. Et les prochaines vidéos que vous allez voir par la suite seront sur le thème de la communication interculturelle. Donc on va changer totalement d'optique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt.